Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser les principes d'implantation d'un point de vente. C'est parti? Alors, pourquoi est-ce que je vous fais ce cours et ce point en tant que futurs commerciaux, peut-être dans la distribution, sur l'implantation du point de vente? Eh bien, en fait, l'implantation du point de vente, c'est un élément extrêmement important. Il peut favoriser ou ralentir les performances de ce point de vente. Et donc, lorsque le commercial visite son prospect ou son client, ou lorsque le responsable du réseau vient visiter le point de vente, analyser et comprendre le point de vente, c'est la première étape pour pouvoir connaître le potentiel de chiffre d'affaires du point de vente. On va donc avoir besoin d'une analyse fine de cette implantation pour mieux comprendre les résultats du point de vente, mettre en place un assortiment adapté à ce point de vente et proposer des actions de dynamisation, donc des offres commerciales qui vont être adéquates à ce point de vente. Donc, c'est un élément extrêmement important. Comment on va faire? On va utiliser des outils de géomarketing. Donc, les outils de géomarketing, ils sont nombreux et ils sont utilisés par quasiment tous les réseaux pour choisir d'implanter un nouveau point de vente. Si vous choisissez de travailler avec un réseau de distribution qui ne sait pas utiliser les outils de géomarketing pour vérifier la validité de son implantation, c'est à mon avis un red flag. Donc, une analyse d'implantation, c'est un élément qui doit être fait de façon systématique lorsqu'un nouveau point de vente doit ouvrir. Et on doit également actualiser cette analyse et on refait régulièrement des analyses d'implantation tous les 5 à 10 ans parce que cela peut changer. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un panorama du point de vente dans son environnement. Quand on va avoir cette analyse fine, grâce au géomarketing, on aura une meilleure connaissance du potentiel de la zone, du profil des clients potentiels, et on va pouvoir donc définir la stratégie commerciale qui sera la plus adaptée. Et on l'a évoqué tout à l'heure, avoir une meilleure adaptation de l'offre, un assortiment qui soit le plus adapté à notre cible de clientèle. Et c'est aussi grâce à ces analyses que l'on pourra travailler la fidélisation. Alors, on va commencer par brosser le cadre de l'analyse de la zone de chalandise. Retenez bien ce terme, zone de chalandise. Qu'est-ce que c'est? On y va? Alors, une zone de chalandise, c'est une zone d'attractivité. C'est la zone dans laquelle on va avoir la meilleure chance d'attirer des clients qui vont venir jusqu'au lieu de distribution. Donc, ça détermine l'attractivité de la région d'implantation du point de vente et on le fait à l'aide d'une carte. Et sur cette carte, on va positionner l'enseigne, les obstacles pour se rendre jusqu'à l'enseigne, des obstacles physiques, des obstacles psychologiques. On en reparle juste après. On va, autour du point de vente, dessiner des courbes. On va avoir une première courbe. Je vous montre ça. Hop. Voilà. Vous voyez un premier exemple de courbe isométrique. C'est un critère, donc isométrique pour dire tout ce qui est à une certaine distance du point de vente. Donc vous voyez, vous avez le point central qui est le point de vente et vous avez donc la zone primaire qui est la zone où on a la plus forte concentration de clients qui vont venir ou qui sont susceptibles de venir dans notre point de vente. À peu près sur votre zone primaire, vous avez
un taux de captation de votre clientèle d'environ 80%. Après, ça se fait aussi en fonction de votre offre, en fonction de votre zone. Mais en tout cas, on peut considérer que votre cible la plus importante, elle est dans votre zone primaire. Puis vous avez une zone secondaire, ici qui est définie avec une zone à 2 km. Vous avez noté la première zone, elle était à 500 mètres du point de vente, une zone secondaire à 2 km et une zone dite tertiaire, plus large, où il y aura probablement plus de concurrents à 10 km. Donc ça, ce sont des critères dits isométriques, la distance. Ce n'est pas le seul critère, le second est le temps. Donc on parle de courbe isochrone. Donc vous retenez bien, isométrique pour à quelle distance, de quelle distance viennent mes clients potentiels. Et puis, la deuxième partie, en combien de temps un client accepte pour venir jusqu'à mon point de vente. Donc on a le même principe, au centre le point de vente, une zone primaire, secondaire et tertiaire, mais là le critère retenu n'est pas la distance en mètres ou en kilomètres, mais bien le temps que le client va mettre pour arriver jusqu'au point de vente. Ici 5 minutes, entre 10 et 15 et plus de 15 minutes. Donc ça, ce sont des courbes et des zones de chalandise un peu stylisées, un peu théoriques. Concrètement, quelle forme ça peut prendre? Eh bien, ça peut être, comme on l'a vu dans le slide précédente, une forme concentrique, hein, vraiment avec le point de vente au centre et puis quelque chose qui s'élargit. Mais ça peut également avoir une forme complètement excentrique, notamment si on a la présence d'une barrière naturelle qui empêche le passage. Ici, sur l'exemple que je vous ai indiqué, on a deux barrières naturelles. Une première barrière que vous voyez ici, vous voyez ma souris, qui est une rivière avec pas de franchissement, et une deuxième zone qui est une barrière naturelle qui est une voie ferrée. Donc, la zone d'attractivité, la zone de chalandise du point de vente X, que vous voyez ici marquée par un point, eh bien, elle est limitée par cette rivière qui n'a pas de franchissement et par cette voie ferrée qui n'a pas non plus de franchissement. Et puis, sa zone va également être limitée parce que vous voyez que en dehors de sa zone tertiaire, vous avez un concurrent direct, qu'on a appelé ici Y, et donc ce concurrent va empêcher les clients, et en tout cas empêcher sa zone tertiaire d'être plus large et d'avoir une meilleure attractivité commerciale. Donc, ce que nous avons vu précédemment, les concentriques avec les ronds parfaits, ça ne correspond pas à la réalité, mais bien à un modèle théorique. Comment on définit ces courbes? Je vous donne ici les normes de courbes isochrones par la profession de la distribution, donc par un syndicat de distributeurs, en fonction de votre type de point de vente. Donc si vous êtes un magasin plutôt de proximité, votre première zone va être plutôt autour de 5 minutes. On met 5 minutes pour aller chez son boulanger, 5 minutes pour aller vraiment au convenience store, au magasin de proximité qu'on a juste à côté. La supérette, c'est 8 minutes. Le supermarché, 10 minutes. L'hypermarché, c'est maximum 20 minutes. Et le grand centre commercial, c'est 30 minutes. Il existe quelques exceptions, comme des points d'attractivité spécifiques. Par exemple, un Zénith va avoir une zone d'attractivité beaucoup plus large. On peut faire 1 à 2 heures pour aller voir un concert à un Zénith si on n'en a pas plus près. Même chose, un petit peu moins maintenant, mais par exemple pour les magasins Ikea, qui au départ de leur implantation en France étaient peu nombreux, et là on considérait que la zone d'attractivité d'un Ikea, et c'est toujours le cas, peut aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie de temps de trajet accepté par les clients pour se rendre au point de vente. Alors, les études sur la zone, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que je vais vous demander de faire à partir du travail préparatoire que je vous ai demandé? Alors, déjà,
je vais vous demander de faire une carte avec une présentation de zone de chalandise. Et vous voyez que la carte que je vous propose en exemple n'est pas du tout comme le modèle théorique avec des ronds. On y trouve bien le point de vente et 3 zones d'activité qui sont la zone primaire, secondaire et tertiaire. Une carte complète qui présente une zone de chalandise, donc présente le point de vente, les courbes isométriques ou isochrones, les centres d'intérêt, les points d'attractivité, qu'on appelle également des locomotives commerciales. C'est un terme qui est professionnel, de dire on a une locomotive commerciale. Par exemple, sur la zone commerciale Nantes-Atlantis, nous avons une locomotive qui est l'hypermarché Atlantis. On a une deuxième locomotive avec le Ikea Atlantis et on a une troisième locomotive avec le Zénith Atlantis. Donc on a une zone avec une forte attractivité, notamment par trois grands points qui attirent énormément de clients. On va également positionner des concurrents directs et indirects sur la zone. On va également, dans un même temps, réaliser une analyse du potentiel de la zone et on va pour ça chercher des informations sur la population qui habite la zone que l'on a définie par notre courbe isochrone ou isométrique. On va chercher le nombre d'habitants, le nombre de ménages. Est-ce qu'il s'agit de ménages à deux, avec des enfants, sans enfants? Quel est l'âge de la population? Est-ce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales? Voilà, on va chercher ces informations-là et l'INSEE et l'outil que je vais vous recommander nous donnent ces infos. On va également regarder quels sont les types d'habitat. Est-ce que les gens sont en maison ou en appartement? Est-ce qu'ils sont propriétaires? Ou est-ce qu'on est sur une zone avec beaucoup de résidences principales ou est-ce qu'on est sur une zone avec beaucoup de résidences secondaires? Cela nous donne des indications très intéressantes sur les habitudes de consommation potentielles sur la zone. Et quand on connaît les habitudes de nos clients, eh bien, on est mieux à même de leur apporter les produits dont ils ont besoin. Alors, comment est-ce qu'on va jauger c'est dur à dire, l'attractivité de la zone? Eh bien, on regarde ça tout de suite. Première chose, on va analyser l'attractivité géographique. Est-ce que le lieu où est installé le point de vente a des facilités d'accès? Est-ce qu'il y a des routes qui font que c'est facile à trouver? Est-ce que c'est passant? Est-ce que c'est des axes de circulation naturels pour aller au travail, pour aller à l'école, pour se rendre à une administration, par exemple? Est-ce qu'il y a des parkings? Est-ce que c'est facile de se garer? Est-ce qu'il y a des transports en commun? Est-ce qu'ils sont là souvent? Est-ce qu'il y a un bon rythme? Est-ce que c'est facile d'accès? Voilà, la facilité d'accès du point de vente se fait de cette manière. On va regarder également les déplacements naturels. Alors, pour les Nantais qui me regardent, si je vous dis passer la Loire, Nord-Loire, Sud-Loire, normalement ça vous parle. Pour ceux qui ne sont pas nantais, vous allez très vite découvrir que la ville est coupée en deux par la Loire et que les gens qui ont l'habitude de consommer et de vivre au Nord-Loire ne passent pas forcément la Loire pour aller dans un commerce au Sud-Loire. Et l'inverse est également vrai pour les habitants plutôt de Nantes-Sud ou des communes de la métropole qui sont au sud de la Loire. Ils ne vont pas forcément passer la Loire pour venir faire leurs courses, à quelques exceptions près, notamment les grands points d'attractivité dont j'ai parlé. Il s'agit là d'une barrière géographique, elle est à la fois physique, il faut effectivement physiquement passer ce fleuve au travers d'un certain nombre de ponts, et vous avez découvert, les nouveaux Nantais et les Nantais le savent vraiment, passer les ponts à certaines heures, c'est vraiment compliqué, il y a de très grands embouteillages dans la ville de Nantes liés à cette barrière naturelle.
Et puis, comme cette barrière est un obstacle physique, réel, des bouchons, des ponts qu'il faut prendre, eh bien, cela finit par créer un obstacle psychologique. Ah non, j'irai pas au nord. Ah non, j'irai pas au sud. Et donc, vous comprenez bien qu'il y a un impact important des règles d'urbanisme. Je vais prendre l'exemple du centre commercial de l'île Beaulieu. Je vous invite vraiment à aller le voir. Ce centre commercial, quand il a été construit et conçu au début des années 70, c'était un centre commercial. D'abord, c'était le premier dans Nantes. Et c'était surtout un centre commercial qui était en périphérie. La ville n'était pas aussi étendue qu'aujourd'hui. Et donc, c'était vraiment un centre commercial de périphérie. Et puis, la ville a grossi et c'est devenu un centre commercial avec donc une emprise sur son territoire beaucoup plus faible, des difficultés d'accès, notamment en voiture. Et ils ont d'ailleurs dû changer leur politique, puisque leur parking est devenu payant. Si vous restez plus d'un certain temps, vous devez payer le parking du centre commercial Beaulieu. Par contre, ils ont un accès avec les transports en commun qui est très facile. Deuxième étape, une fois que les constructions se sont développées autour de ce centre commercial, c'est devenu un centre commercial périurbain. Il n'était plus à la périphérie de la ville, mais il était dans la ville, mais pas encore complètement encastré dans une zone très dense. Deuxième effet, il y a eu l'ouverture du lycée et Nelson Mandela et l'ouverture d'un pont entre le quartier de la gare sud, et notamment le quartier Malakoff, qui est un quartier très populaire, avec l'île de Nantes. Et donc ça a donné une facilité d'accès aux populations qui vivent sur le quartier Nantes Sud et dans le quartier Malakoff, ils n'ont pas accès à d'autres supermarchés de façon très facile. Et en plus, c'est un quartier populaire où il y a un fort nombre de personnes qui n'ont pas forcément de voiture. Donc la desserte avec les transports en commun est très importante pour cette population et pour ces personnes. Donc ils sont devenus une clientèle très forte pour ce centre commercial. Ça les a amenés à changer leur offre. Et la présence également du lycée Nelson Mandela a apporté au centre commercial une population de jeunes et d'étudiants qui viennent sur leurs heures de pause ou sur l'heure de déjeuner dans le centre commercial, population et type de clientèle qui n'existait pas avant l'ouverture de ces deux points. Donc, les règles d'urbanisme, la présence ou non d'un pont, la décision de faire un pont à un endroit pour permettre aux gens de se rendre, par exemple, au centre commercial, plutôt que de devoir faire des kilomètres pour aller dans les centres commerciaux de la périphérie, eh bien, c'est des évolutions que l'on peut voir dans un lieu de distribution, que ce soit un centre commercial ou que ce soit sur un point de vente. Donc, l'évolution de votre attractivité géographique, c'est un élément extrêmement important à regarder. Et l'urbanisme, connaître les règles d'urbanisme, la volonté d'une municipalité dans les règles d'urbanisme, cela change beaucoup de choses pour un point de vente dans l'attractivité de la clientèle. L'attractivité économique et commerciale, elle vient de différents critères. Le premier, c'est l'existence de points d'attrait, d'éléments qui vont être attractifs pour la clientèle. Je parlais sur la zone Atlantis de l'attractivité qui était faite par le Leclerc, le Ikea et notamment le Zénith. Eh bien, on peut avoir des points d'attrait différents en fonction des différentes zones. Si vous prenez l'espace, la zone commerciale par exemple, pour le sud, le point d'attrait, c'est le Leclerc, avec un deuxième point d'attrait qui est l'espace cinéma, qui est l'espace cinéma du sud-est de Nantes. Il y avait sur cet endroit un manque d'attractivité lorsque le centre commercial a été conçu. Ils avaient tenté de faire un point d'attrait pour les familles en intégrant dans la galerie commerciale une attraction
qui étaient des marionnettes animées pour attirer les familles. Et donc, c'était un point d'attrait extrêmement important. Aujourd'hui, les centres commerciaux de périphérie sont très inventifs et très moteurs pour essayer d'amener les clients dans leur centre commercial. C'est particulièrement vrai à Nantes puisque nous avons un maillage commercial qui est très important. Il y a beaucoup de centres commerciaux et beaucoup de super et d'hypermarchés par rapport à la taille de notre ville. Donc, ils se battent très fort pour être toujours le plus attractif possible, car on est une des villes avec un maillage commercial le plus fort. L'attractivité économique et commerciale de notre zone de chalandise dépend aussi, on l'a dit, de la composition socio-démographique de la population. Une zone de chalandise positionnée sur une zone où il y a une présence forte de cadres, de personnes qui sont propriétaires, de familles, ne vont pas avoir ils ne vont pas avoir le même pouvoir d'achat que si vous êtes sur une zone implantée avec une population modeste, voire pauvre. Les habitudes de consommation sont également différentes. Alors, c'est différent géographiquement. Je vais prendre deux extrêmes. On ne consomme pas de la même manière à Marseille qu'à Strasbourg. Mais c'est également vrai dans différents quartiers. Lorsqu'on est dans une grande métropole, on ne consomme pas non plus la même chose lorsque l'on est urbain dans une grande ville ou dans une ville moyenne, ou lorsque l'on vit en campagne. Donc il y a tout un tas d'études ou d'observations, ça peut être des observations assez empiriques, il faut être très attentif à son environnement lorsque l'on travaille dans un secteur commercial pour repérer ses habitudes de consommation et voir ses différences. Et puis, il y a la présence ou non de concurrence. Alors, les concurrents directs ou indirects, alors rapidement pour rebrosser le cadre, la concurrence directe, c'est ceux qui proposent une offre similaire pour répondre aux mêmes besoins dans la même gamme de prix et de qualité. La concurrence indirecte, on va avoir des qualités différentes et on va avoir peut-être une manière différente de répondre à un même besoin du client. La concurrence, sur une zone de chalandise, elle peut être très dense et ça peut être une très bonne chose en fait, parce que ça va créer un point d'attractivité du client. Et si la concurrence est lointaine, ça peut également être un point fort puisque les clients n'auront pas forcément de facteurs de comparaison. Donc, une concurrence dense et lointaine présente chacune des avantages et des inconvénients. Tout dépend du produit que vous proposez, de la composition, encore une fois, de la population de votre zone de chalandise et des habitudes de consommation. Donc, il n'y a pas de règle absolue, mais toujours on essaye d'être cohérent. Parfois, c'est quand même plus difficile d'être tout seul dans son coin. On a moins d'attractivité, mais tout dépend. Si vous êtes seul et qu'il n'y a personne d'autre à des kilomètres et que vous êtes en campagne, ça peut très bien être positif. Donc vraiment, c'est une analyse à faire, des questions à se poser, des interrogations à avoir. Maintenant, je vous propose de passer à la partie application avec le travail préparatoire que je vous ai demandé.